Bonjour, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans maître, sans Dieu, sans pub. Vous avez reconnu le générique de l'émission Arakai, une émission aujourd'hui un peu encore particulière. Je suis donc seule dans la régie. Donc une émission Arakai qui raconte l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, l'artiste et l'engagement politique, l'artiste et la religion, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité. Après donc ma mini-tube de militance, une nouvelle rediffusion aujourd'hui de l'émission Bulle de tranchée du 11 décembre 2012, dans laquelle nous avions reçu Laurent Lerner, qui est fondateur du label Delirium aux éditions Ça et Là. L'occasion de faire une piqûre de rappel en ce début d'année 2014, 100 ans après le début de cette grande guerre, de la série de BD que Laurent a édité en France, La Grande Guerre de Charlie, Charlie's War, la guerre vue par un jeune Britannique engagé. Mais vous l'écouterez tout à l'heure raconter son parcours et son travail. On m'a dit fais des chansons comme si, on m'a dit fais des chansons comme ça, mais que surtout ça ne parle jamais de choses vraies, tellement vulgaires. Comprenez-vous, entre nous chers amis, la réalité faut un peu l'arranger. La réalité vous savez comme c'est bien souvent dégueulasse. Non, dans une chanson, pour faire des ronds, il faut créer des images, illusions, pour faire avaler à nous pauvres couillons notre ennui quotidien. Viens mon amour, ma joie, sur la colline aux senteurs orientales, on va sûrement rencontrer Jésus-Christ dans un caleçon à fleur de monoprix. Il aura sa plus belle auréole en plastique à dentelle mécanique. Rien jamais sur notre quotidien, sur toutes les choses qui font que l'on est bien manipulé, bien conditionné par une bande de requins. Rien de changé depuis la communale, où pendant des années on bourre le crâne aux enfants à grands coups de programme pour qu'ils soient bien dressés. Rien de changé dans les usines, la gueule des mecs de l'équipe de nuit qui vont dormir quand le soleil se lève, exténués, abrutis. Les petites fleurs, les petits oiseaux, les petites filles de français moyens, les grosses bagnoles et les belles motos, pour super viriliser nos minets. Belle fille heureuse dans son corps, grâce au tampon hygiénique, ce qui ne fuit pas. Rien de changé depuis l'Algérie, sinon que maintenant il est permis d'en parler et de gagner des sous avec des milliers de cadavres. Rien de changé depuis un tabassage à la matraque un 14 juillet pour avoir osé chanter et danser quand c'était interdit. Rien de changé depuis qu'un soir j'ai pissé sur ma télé tellement c'était chouette. Et bien sûr toute l'électricité m'est passée dans la quéquette. Bonsoir téléspectateurs, ce soir sur la deuxième chaîne couleur, dans notre série que la vie est belle, notre grand
avec ses petits seins et son visage d'enfant qui accouche terrorisé dans les chiottes du lycée. Comme dirait un copain à moi, un peu fou, même complètement fou. Qu'est-ce qu'on attend pour tout arrêter, tout casser et recommencer? Alors moi, vous comprenez, les violons, la guimauve, les flonflons, je trouve ça tellement anachronique que ça me donne la colique. Je sais bien qu'une chanson, c'est pas tout à fait la révolution, mais dire les choses c'est déjà mieux que rien. Et si chacun faisait la sienne dans son coin, comme on a les mêmes choses sur le cœur, un jour on pourrait chanter en chœur. Comme on a les mêmes choses sur le cœur, un jour on pourrait chanter en chœur. Comme on a les mêmes choses sur le cœur, un jour on pourrait chanter en chœur. Comme on a les mêmes choses sur le cœur. Et c'était François Béranger qui interprétait Manifeste. Donc vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, l'émission Arakaï. Voilà, donc maintenant ma mini-tube, j'ai essayé de relater un dossier très intéressant rédigé par François Ruffin dans le journal Fakir. Un dossier fait à partir du livre d'un épidémiologiste, Richard Wilkinson. Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous? Une longue enquête qui démontre en résumé que l'égalité, c'est bon pour la santé. Wilkinson travaille sur des données sur la population, la santé, les taux de mortalité, les données biologiques, comme les taux de cholestérol, les taux d'hormones, etc. Donc, après l'évidence que dans les pays pauvres, l'espérance de vie augmente rapidement pendant les premières étapes du développement économique et que la richesse produit du bien-être, ce lien entre croissance économique et espérance de vie s'atténue, puis finit par disparaître. À titre d'exemple, l'espérance de vie aux États-Unis est inférieure à celle de la Grèce ou de l'Espagne. Wilkinson va orienter ses recherches sur l'importance du statut social, le regard de l'autre et l'estime de soi, puis les moyens mis en œuvre par le corps physique lui-même pour y faire face. Il constate que l'anxiété et le stress sont bien plus présents aujourd'hui qu'il y a une cinquantaine d'années. On n'a qu'à voir la consommation d'anxiolytiques toujours en augmentation impressionnante. La montée des inégalités, les modifications des modes de vie, la mobilité géographique, le déracinement de son village, l'éloignement de sa famille, de ses proches, puis le contact permanent avec de nouvelles personnes obligent les individus à s'évaluer en permanence les uns envers les autres. Des chercheurs ont travaillé sur une hormone, le cortisol, une hormone qui est libérée par le cerveau en cas de stress. Cette hormone a un effet bénéfique en cas d'urgence ou en cas de stress aigu. La pression sanguine augmente, le rythme cardiaque aussi, le cerveau perçoit moins la douleur, des réserves d'énergie sont mobilisées. Mais pour échapper à un danger immédiat, d'autres fonctions sont gelées comme la réparation des tissus, la digestion, la croissance, la reproduction. Et quand cette situation de stress devient chronique, qu'elle dure des semaines, des mois, voire des années, c'est le corps et l'esprit qui vont dysfonctionner, avec des troubles de la mémoire, le sommeil perturbé, des risques de dépression, une mauvaise réponse immunitaire, des maladies artérielles ou cardiovasculaires, des troubles de la reproduction. Des expériences ont démontré que les gens qui ont peu d'amis ou qui entretiennent de mauvaises relations guérissent moins rapidement car ils se sentent dans l'insécurité. La conclusion des travaux de Wilkinson peut se résumer ainsi. L'enrichissement d'un pays s'accompagne d'une détérioration de sa situation sanitaire et sociale si seuls les riches deviennent plus riches. Deuxième point,
À revenu moyen identique, une population marquée par les inégalités souffre nettement plus qu'une population plus égalitaire. Et les inégalités n'affectent pas que les pauvres. Même la santé des plus aisés est plus fragile dans une société inégalitaire. Mieux la richesse est répartie, meilleure est la santé de cette société. Un exemple parlant, l'expérience qu'a vécue la Grande-Bretagne à travers les 2 guerres mondiales, quand l'espérance de vie des civils y a été 2 fois plus élevée que pendant le reste du XXe siècle. Une augmentation de 6 à 7 ans chez les hommes et les femmes. Pendant ces 2 guerres, les niveaux de vie matériels ont décliné, un plein emploi et une forte réduction des écarts de revenus résultant d'une politique délibérée du gouvernement britannique pour associer la population à l'effort de guerre ont divisé par 2 le taux de pauvreté relative. Le sentiment de camaraderie et de cohésion sociale qui en a résulté a amélioré la santé et fait chuter le taux de criminalité. Bon, arrêtons de mettre les riches sur le devant de la scène et de vouloir les imiter. Christopher Boehm a montré dans ses recherches sur les chasseurs-cueilleurs, en étudiant plus de 200 sociétés différentes, qu'elles étaient extraordinairement égales, basées sur le partage de la nourriture, l'échange et le don. Ceux qui se voulaient supérieurs étaient ridiculisés, mis à l'écart, voire tués. Voilà, donc ça c'est un biais qui peut paraître un peu complexe, qui part d'un angle différent, mais tout ceci est détaillé dans le livre de Richard Wilkinson, un bouquin de 500 pages, traduit en 23 langues, qui est déjà vendu à plus de 200 000 exemplaires. Par contre, si on veut le potasser en bibliothèque, une seule bibliothèque pour l'instant l'a mise dans ses rayons. Donc je rappelle le titre de cet ouvrage, Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous, donc Richard Wilkinson. Sinon, on peut lire le dossier qui est quand même assez étoffé, donc dans le dernier journal Fakir. Isolés de la populace par un mur en dural humain, les privilégiés de première classe sur le cuir posent leur popotin. Tout constipé derrière la glace, leur beau ticket vert à la main. Pour quelques centimes de surtaxe, ils emmerdent le genre humain. Dans les wagons de première classe du métropolitain, y a pas de cri, y a pas de crasse, pas de pince-cul prolétarien. Il n'y a là que des douairières entre 2 toasts, entre 2 thés, qui le dimanche s'offrent une croisière de la marque à la Trinité. Il n'y a là que des rombières, talons pointus en visonnet, cils en carton et cœur de pierre, et les tétons à mi-donner. Dans les wagons de première classe du métropolitain, y a pas de cri, y a pas de crasse, pas de pince-cul prolétarien. Dans ces fourgons frigorifiques, j'allais oublier ces Dupont qui, comme titre honorifique, pour eux tout seuls se payent un wagon. D'autres reçoivent la rosette, la croix des braves au Panthéon. C'est à Notre-Dame de Lorette qu'ils méritent de la nation. Dans les wagons de première classe du métropolitain, y a pas de cri, y a pas de crasse, pas de pince-cul prolétarien. C'est là qu'ils se défoulent un bras, un petit chouïa, un tantinet, qui se prennent pour l'agent 01 en Mercedes consiné. Et leur rêve c'est d'aller dans la glaise, en corbillard de première classe, un pied à terre au Père-Lachaise, plus grand que le dôme du Val-de-Grâce. Dans les wagons de première classe du métropolitain, y a pas de cri, y a pas de crasse, pas de pince-cul prolétarien. Oui, c'est ainsi que nous vivons, chacun de nous numéroté, depuis les rois et les wagons jusqu'à la Sainte Trinité. Alors bon Dieu, ne me parlez plus de l'égalité des races, même le métro vous rit au nez de ces bastos à Montparnasse.
wagons de première classe du métropolitain. Y a pas de cri, y a pas de crasse, pas de pince-cul prolétarien. C'était Henri Tachant qui interprétait dans les wagons de première classe. Donc maintenant, place à la rediffusion et à notre invité de ce mois de décembre 2012, Laurent Lerner. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours aussi rebelle, sans Dieu, sans maître, sans pub. 89.4 sur la bande FM, avec Piquet-Cou aux manettes dans la régie. Notre invité, Laurent Lerner, un jeune éditeur de BD. Vous allez faire la connaissance après nos blabla militants. Et après avoir lu un texte sur la guerre de 14, Laurent est là, il est comme un cheval qui piaffe. Il est impatient de vous communiquer sa passion pour la BD, en tout cas pour les bouquins qu'il a édités, qui sont, de notre point de vue, à Piquet-Cou, à moi, vraiment passionnant sur la guerre de 14, mais aussi sur de bouquins plus fantastiques. Voilà, nous on s'est branché sur la guerre de 14, parce qu'on le connaît depuis un moment, Laurent nous a passé les bouquins. Alors tout de suite, on avait l'idée pour présenter ces bouquins, de lire un extrait du Grand Troupeau de Jean Giono. Et puis ce matin, Piquet-Cou m'a fait lire une rédaction d'une jeune lycéenne de 14 ans qui avait été avec sa classe à Verdun et dont le professeur leur a demandé après d'écrire un texte sur la guerre de 14, et elle a choisi de se mettre dans la peau d'un poilu et qui écrit à sa femme, une lettre à sa femme. Voilà. Je pense que, si vous voulez, c'est plus pour moi c'est plus vivant, parce que Giono c'est prestigieux, moi j'adore cet auteur, et particulièrement Le Grand Troupeau, c'est terrifiant. Ce que je vais pas vous lire, ou ce que Piquet-Cou va pas vous lire, c'est vraiment exactement ce que Laurent a édité, quoi. On est là dans les tranchées, on est vraiment dans l'horreur, la puanteur, la merde de la guerre. Le texte de cette jeune lycéenne est un peu moins violent, mais n'empêche que je pense que c'est vraiment, un poilu aurait pu vraiment écrire ce texte tout simple à sa compagne. Verdun, le 27 avril 1916. Mon amour, ici c'est la guerre telle que tu ne l'as jamais vue et que j'espère tu ne la connaîtras jamais. Ici il fait froid et on a faim. Nous dormons dans des casemates, à 50, serrés les uns contre les autres. La nuit, je ne dors pas beaucoup. Il y a toujours un soldat qui gémit, un qui se réveille en sursaut ou un qui agonise. Pour le moment, je me situe dans la citadelle, dans la ville. Mais dès demain, je retourne au front. Il y a 2 nuits, un de mes camarades est mort. Je l'aimais bien. Je me sens seule. Tous les soirs, je pense à toi et au petit être qui bouge dans ton ventre. Vous me manquez terriblement. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, je résiste. D'où je suis, je perçois encore les bruits d'explosion, d'obus et je ne sais quoi encore. Nous avons peu d'eau. Il n'y a presque pas d'hygiène. Nous économisons l'eau pour la soif qui assèche nos gosiers de soldats. Ils nous donnent aussi de l'alcool, pour la force. Ce n'est pas sain. Maintenant, elle me paraît loin, la mer, et le village aussi. Je le revois souvent en rêve avec son marché du jeudi, les marchands de toutes sortes qui crient pour attirer sur eux l'attention des gens. Ici aussi, il y a des cris, mais ce sont des cris de soldats blessés, touchés, agonisants, qui me déchirent les oreilles et le cœur. Je ne devrais pas te raconter ça, Malina, mais je ne peux le garder pour moi. À Paimpol, mon village, notre village, la tristesse a-t-elle envahi la rue? Je ne veux pas y croire. Je préfère me souvenir de la joie, de la gaieté des ruelles et de l'odeur de la mer. L'odeur de la mer, elle ne peut pas disparaître, cette odeur qui avait jadis troublé les narines de mes amis parisiens. Tu te souviens? Cette odeur qui, comparée à l'odeur omniprésente de la mort qui règne ici, paraît être l'odeur de la liberté. Il y a des choses, toutes petites choses de la vie quotidienne qui me manquent tellement. La pêche avec Paul, mon bateau, les aboiements des chiens du village. L'autre jour, j'ai aperçu le fils de la boulangère. Il m'a rappelé mon pays. Il n'avait pas l'air d'être malade. Tu le diras à sa mère, elle sera heureuse. J'aime aussi parler ici, on ne doit presque pas parler. On ne doit pas poser de questions, on ne nous répond pas. J'ai même oublié pourquoi j'étais là. Je ne peux pas haïr les soldats allemands, je ne les connais pas. Ils ne m'ont rien fait et pourtant j'ai pour mission de les tuer. J'ai l'impression d'être le jouet de mes supérieurs et de me battre selon leur gré.
Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas. Ils donnent des ordres et je dois obéir. Ou sinon, je sais bien que la mort m'attend. Souvent, je me demande ce qui me pousse à résister, à ne pas me révolter, à me priver d'eau, de pain, puisque je sais bien que quoi que je fasse, la mort m'attend. Cette guerre, je ne sais pas à quoi elle sert, mais je sais que c'est une immense boucherie, et que chaque jour qui passe, j'ai la chance d'être en vie et la peur d'un nouveau jour. Mon amour, sois forte et résiste quoi qu'il arrive. Je t'embrasse et adieu, ton Juliane. Merci Piquet-Cou. Je rappelle que c'est une jeune fille de 14 ans qui a écrit ce texte qui est assez bouleversant. Je pense qu'il y a un manque de coordination. Le temps semble s'offrir une sublime pause. Tout est sérénité dans mon joli jardin. Si je me penche un peu, quelle métamorphose. Si je me penche encore, alors là, c'est Verdun. Élytres, carapaces, se heurtent, se fracassent, boucliers et carcasses s'entassent dans des trous. Et dans un spasme infime, un soubresaut ultime, les infirmes victimes s'embourbent dans la boue. C'est Verdun. Les griffes s'articulent comme des tentacules, portant aux mandibules une nymphe éventrée par une plaie ouverte, perle la sève verte de cette larve inerte, lacérée, déchirée, c'est Verdun. Cruellement l'amante, au demeurant charmante, délicieuse amante, dissèque son amant. Une fourmi géante suce la chair gluante, une cigale béante qui se meurt en chantant, c'est Verdun. Et le grillon champêtre gesticule sans paître, ses pattes s'enchevêtrent dans les mailles de soie. La nasse arachnéenne de force herculéenne, l'enrobe d'une gaine qui étouffe sa proie, c'est Verdun. Titanisés de trouille, les soldats en vadrouille croisent une patrouille de carabes dorés, larguant la citadelle, la brave coccinelle exhibe aux sentinelles son torse décoré, c'est Verdun. On s'incise la carne, on s'étripe, on s'écharne, on s'agrippe, on s'acharne, corps à corps, vous portant les viscères tranchés, les ailes arrachées et les têtes fauchées jonchent le sol fumant, c'est Verdun. Quand le jour s'étiole sous le feu des lucioles, les dernières bestioles s'escriment au combat. Les sylphes nécrophages passent au ramassage des restes du carnage, des boyaux, des abats, c'est Verdun. Si au-dessus de nous trône un être suprême, il devrait se pencher sur son joli jardin. Les insectes, c'est nous, nos guerres sont les mêmes. La terre est un foutoir qui ressemble à Verdun. Crânes et carapaces se heurtent, se fracassent, boucliers et carcasses s'entassent dans des trous. On s'incise la canne, on s'étripe, on s'échappe, on s'agrippe, on s'acharne, embourbé dans la boue, en débâcle fébrile, des effarés s'exilent, on la botte imbécile, à piétiner les fleurs, en colonne infinie, une horde bannie, dérive à l'agonie, sous l'œil du prédateur. C'était Verdun par Bernard Joyet. Sur Radio Libertaire, tout ça dans la gaieté, la joie, la bonne humeur. Avec Piquet-Cou à la régie, vous venez d'entendre sa voix charmeuse qui doit vous bercer tous les mardis. En l'absence de notre Jean, notre hussard noir de la République, qui lutte, qui souffre, non sérieusement, qui essaye de se remettre de cette opération
qu'il l'a quand même assez amoché. Bon, s'il faut maintenant la rééduque, etc. Voilà. C'est bien la montagne, mais bon, ça réserve des surprises des fois douloureuses. Quand on se casse la figure sur un rocher de toute sa hauteur, et Jean est assez haut, à peu près comme notre invité de ce matin, Laurent Lerner, qui va tout de suite, je pense, se présenter à vous. Vous lui expliquer un petit peu comment il en est arrivé à... Parce qu'on n'est pas spontanément, on n'est pas éditeur de BD, hein, on le devient. C'est un choix. Comment il a fait ce choix, d'où il vient, qu'est-ce qu'il faisait avant. Et puis après, une fois qu'il aura fait son petit blabla, sa petite confession sur ses antécédents, on entrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire ces séries de BD sur la guerre de 14, et puis on finira avec des choses un peu plus légères qui sont du domaine de la SF. Laurent. Absolument, et du fantastique, creepy, c'est SF, fantastique, épouvante, horreur. Enfin, d'accord. Des choses sympathiques. Oui, c'est Verdun, mais en plus contemporain. Non, plus drôle quand même. Plus drôle. Ouais. C'est vrai que mon parcours, c'est un parcours assez banal. Hein. J'ai travaillé en entreprise pendant pas mal d'années. Et ce que je faisais donc comme mon activité, c'était précisément d'aller chercher des contenus et de les programmer donc pour des chaînes de télé. Et c'est vrai que c'est un boulot que j'ai quand même beaucoup aimé exercer. Hein. Chercher des contenus, fondamentalement, c'est chercher des trucs qu'on aime et voir ceux qui ont un sens à être partagé, hein, à être montré. Et du coup, je me suis fait plaisir. J'avais un peu plus de difficultés à vivre en entreprise, mais parce qu'on a des contraintes forcément permanentes, on a des enjeux qui sont pas ceux exclusivement les nôtres sont pas juste les nôtres, hein, ces contraintes, ces obligations. On a des obligations de chiffre, d'audience, de partenaires, de flatter à la fois le spectateur et les partenaires commerciaux, parce qu'on a des pubs, hein, on vit surtout grâce aux pubs. Donc pour vendre des pubs, il faut que on va pas dire juste avant, juste après que c'est mal d'acheter n'importe quoi et n'importe comment et tout le temps. Donc voilà, il y a des petits paradoxes comme ça. Petit, hein. Ouais. Donc voilà. J'avais mon métier, j'avais un peu plus de mal avec certaines contraintes, et je me suis dit au bout d'un moment, il faut que je le tente quand même, faut que j'essaye de l'exercer pour montrer des choses qui m'intéressent, de faire ce que je veux, de me débrouiller en minimisant certaines contraintes, quitte à en accepter d'autres, mais en tout cas aller chercher des contenus qui me parlent et continuer ce boulot. Et tu peux, excuse-moi, tu peux nous donner juste pour un exemple. Ouais. Quel genre de contenu, enfin nous citer un exemple de contenu que tu recherchais avant, que tu faisais dans ton métier. J'ai par exemple visuel. Oui, j'ai par exemple beaucoup acheté de programmes de dessins animés, de séries pour les ados et les jeunes adultes. Il y avait j'ai acheté des séries par exemple comme Naruto. Tu connais peut-être, qui est une série qui est très populaire chez les ados, donc jeunes adultes, un dessin animé japonais qui était à l'époque donc inédit en France. Ça a super bien marché, c'était vraiment une belle opération, tu vois, ça faisait plaisir, la boîte était contente, moi j'étais content parce que c'était un coup qui était réussi, c'était en plus une série qui était pas débile. Qui était bien foutue. C'est important. Oui, ça fait plaisir quand même. Parce qu'on achète aussi des séries débiles, on achète aussi des séries complètement débiles parce que il y a telle nécessité ou un stratège le veut cette série voilà, donc on n'achète pas forcément que ce qu'on veut. Ou South Park par exemple, j'avais racheté les droits de cette série à l'époque. Ça fait plaisir parce que c'est déjà beaucoup plus rentre dedans. Ça arrive
ne pas être une série forcément consensuelle en étant quand même faite pour les mass médias, quoi. Donc j'étais assez content. Après, on arrive aussi à des paradoxes. South Park, par exemple, on avait un épisode qui traitait de la liberté d'expression. Cet épisode a été censuré. Censuré par la chaîne ? Oui. Mais par personne en particulier. Personne n'était responsable du fait de ne pas vouloir diffuser ça. C'était trop délicat pour pouvoir se prononcer personnellement sur... C'était un exemple qui était assez drôle. Mais par exemple, la série La Grande Guerre de Charlie, donc que j'ai publiée là, c'est une série qui, si j'avais eu l'équivalent en série télé, je pense pas que j'aurais pu l'acheter. Ah, d'accord. Je pense que ça aurait été verrouillé, bloqué, parce que c'est pas juste du pur divertissement. Ouais, d'accord. Ça peut donner l'envie aux gens de réfléchir un peu plus, quoi. Ouais. Je pense que c'est possible de faire du divertissement qui donne envie aux gens de réfléchir. Est-ce que c'est le but des diffuseurs? C'est pas forcément toujours le cas. On se rappelle de ce que vous disait Lelay sur le temps de cerveau disponible. Je veux dire, c'était exactement ça. Le but, c'était de diffuser des contenus qui allaient préparer le spectateur à ingurgiter de la pub. C'était pas un accompagnement, un encart entre les programmes. C'était clair, c'était limpide, le programme servait à préparer le spectateur à ingurgiter des spots publicitaires bienveillants. Oui, bien sûr. Mais puis après on va parler de Charlie, mais comment ça a été reçu quand t'as quitté ce job, enfin ces jobs ou ce job Oui. Comment c'était perçu par les gens avec qui tu travaillais, etc. Tout le monde s'en fout? Oui, plus ou moins. Personne n'est indispensable dans une boîte, ça on le sait. On fait des choses qui ont un sens à un moment, on le sait aussi. Quand on part, en général, c'est quand même toujours, souvent... tout le monde est d'accord, quelque part. Une boîte ne va pas forcément se battre pour te garder. Et toi, après, non, il n'y a pas vraiment de généralité là-dessus. Il y a des gens qui se font débaucher, qui se font recruter à prix d'or. C'était pas mon cas. Je pense que les gens étaient certaines personnes étaient assez contentes que je parte, certaines s'en foutaient. C'était un départ normal dans pas mal de structures normales, en fin de compte. Et dernière question sur ton curriculum, si on peut dire ça comme ça, sur ta bio. Quand tu as intégré ce genre de job, là, de chercheur de pépites, là, chercheur d'or, t'as un cursus universitaire, t'as une formation Oui, qui n'a pas grand-chose à voir. Ce qui est assez génial dans cet univers, c'est à part sur des métiers très spécifiques, les métiers financiers ou des métiers plus techniques qui demandent un vrai savoir-faire éprouvé, c'est quand même des univers où les gens peuvent venir de n'importe où. D'accord. Et apprendre sur le tas. Souvent, ce qu'ils ont en commun, c'est soit des passions thématiques, soit des ambitions limpides, transparentes, être visible, etc. Donc moi, je suis arrivé là-dedans. Non, j'avais fait une fac de sciences. J'avais juste rien à voir avec cet univers. Sauf le point commun que j'avais avec cet univers, c'était le biais de passion que j'avais, les bandes dessinées, le cinéma, et c'est ce qui m'a fait rentrer dans cet univers. D'accord. Et puis donc le passage pour devenir indépendant et te consacrer à la bande dessinée, c'était tout naturel. Oui. Tu sortais pas d'un univers complètement extraordinaire. Non. C'était c'était la pratique en indépendant. Absolument. Absolument, ouais. C'est la même chose, c'est le même type de contenu. Non, j'avais besoin un peu pour ma curiosité personnelle, que je suis une vieille bignole, et puis pour les auditeurs de savoir un petit peu qui tu étais, professionnellement en tout cas, parce que humainement c'est autre chose. On est quand même pas à confesse. Est-ce qu'on peut maintenant évoquer donc ta première,
ton premier bouquin édité sur la guerre de Charlie. Pourquoi ce bouquin? Comment tu l'as trouvé? Qu'est-ce que le contenu, qu'est-ce qu'il a de particulier comme discours sur la guerre, comme écrit sur la guerre par rapport à tout ce qui a pu être fait déjà, et par exemple aussi par rapport à ce qu'a pu faire Tardy, un dessinateur bien franchouillard. Voilà. Alors déjà, c'est vrai que c'est la bande dessinée qui m'a fait, entre guillemets, me lancer dans l'édition. Oui. C'est-à-dire que je viens absolument pas de l'édition. On a créé d'ailleurs ce label avec un ami qui lui est éditeur, qui a créé une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Ça et Là, qui fait beaucoup de prospection justement de bandes dessinées, underground, qui va chercher des auteurs inconnus qui leur donnent une existence en France, parce que c'est souvent aussi des BD étrangères, et qui fait aussi de super beaux ouvrages. Donc moi j'étais tombé sur cette BD un peu par hasard il y a quelques années. Je me suis dit je me suis pris une gifle quand je l'ai lu. Je me suis dit c'est vraiment quand je me suis rendu compte qu'elle n'existait pas en français, je me suis dit que ça c'était un projet sur lequel j'aimerais bien me mettre un jour. Et j'aimerais bien publier cette BD. J'aimerais bien donner. C'est une BD qui est parue entre 79 et 86 en Angleterre, en magazine, et qui a été publiée un petit peu en format poche en France au début des années 80 et qui est tombée dans l'oubli par la suite. Et pourtant, la Première Guerre mondiale, ça nous parle. Hein, on l'a aussi vécu de ce côté a priori de la Manche. Et ça parle à beaucoup de monde. Toutes les familles. Il y a un mort dans les familles. Un mort, un blessé. Enfin, pas forcément dans toutes, justement. Il y en a quelques-unes qui, curieusement, ont échappé à la grande boucherie. Pendant les milieux prolos, oui, c'est une coïncidence, je pense. Oui, je pense. Et surtout, elle est tellement bien foutue, elle est tellement bien écrite, tellement bien dessinée, elle aborde tellement de points dont on ne parle pas forcément en cours d'histoire quand on est petit. Donc ça faisait du bien. Je m'étais pris une vraie claque. Je me suis dit ça un jour, je le ferai avec plaisir. Et finalement, donc il y a un moment où oui, j'étais libéré de toute obligation salariale vis-à-vis d'une entreprise privée. Hein. Donc de toute obligation. De jubilation que t'as quand tu racontes. Ça fait du bien. Autant je garde des bons moments de choses que j'ai faites en entreprise, autant j'ai quand même une liberté que je savoure quotidiennement depuis que je ne travaille plus en entreprise. Enfin, entreprise autre que celle que j'ai créée, la mini-entreprise. Et donc voilà, je me suis lancé là-dedans. J'avais parlé donc à ce pote éditeur qui m'a vraiment permis de le faire. Hein. Il m'a aidé à tout point de vue. Il m'a aidé à ne pas faire tout un tas de dinneries qui auraient pu me faire cette BD en, je sais pas, 10 ans. Et de la faire n'importe comment, non. Du coup, tout s'est fait facilement et bien. Et on s'est dit, on crée un label, on continue. Et cette BD, donc, on est au volume 3 aujourd'hui, et ça se présente plutôt bien. Ça se vend bien. T'en prévois combien? Une dizaine, après. Ouais. Ça paraissait, c'était 3-4 pages par semaine pendant 7 ans. Donc mine de rien, ça fait une sacrée épopée. C'est une chronique quasi quotidienne de l'engagement du jeune Charlie jusqu'à la fin de la guerre, plus ce qu'il vit par procuration quand il croise d'autres personnages qui vont donc lui raconter ce que eux ont vécu à d'autres endroits du front. D'accord, parce que tu vas continuer de nous raconter après une pause musicale, parce que il faut retenir un peu les auditeurs sur leur faim. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher.
et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Marc Augeret qui interprétait Craon, suivi de Amazing Grace. Oui, rappeler que cette musique va très bien avec la BD que nous présente Laurent ce matin, puisque on sait bien qu'à quelques occasions, les Écossais jouaient de bagpipe en montant à l'assaut des lignes allemandes. Voilà, c'était donc un petit rappel pour Charlie. Et je vais aussi tout de suite laisser la parole à Laurent qui va nous parler un peu plus précisément de cette série et de ce qui se passe dans ces 3 tomes déjà édités aux éditions Delirium. Rappelez-vous bien cette maison d'édition, toute jeune maison d'édition, fondée par Laurent et un de ses amis, avec cette série qui semble bien démarrer en tout cas. Oui, ça se effectivement, on est au 3e, c'est donc la première série qu'on a publiée donc dans notre label donc Delirium, et c'est une histoire donc qu'on connaît, hein, donc la Première Guerre mondiale, enfin qu'on connaît, qu'on pense de moins en moins à connaître finalement. On en fait une histoire de héros sacrifiés, en oubliant que tous les gens qui sont fait sacrifier n'étaient effectivement pas des héros, mais des gens comme toi et moi. Bien sûr. Et c'est un peu comme le dit donc le scénariste, la guerre qui est montrée du doigt comme la mauvaise guerre, parce que les autres a priori sont toutes bonnes. Ouais. Celle-là, c'était la mauvaise qu'il ne faut pas reproduire. Les autres on peut continuer. Bien sûr. Et donc c'est l'histoire d'un jeune homme, enfin d'un adolescent hein, qui a 16 ans, Charlie, qui donc en 1916 s'engage, et donc volontaire, hein, les soldats britanniques pendant la Première Guerre mondiale étaient des volontaires. Donc il s'engage, hein, pris de ferveur patriotique comme c'était le cas pour beaucoup, et comme c'était le but, hein, de toute façon. Il y a pas mal de grands, comment dirais-je, de grandes théories de propagande qui sont affirmées justement pendant la Première Guerre mondiale. Bien sûr. Et donc voilà, il s'engage en 1916, quelques semaines avant la bataille de la Somme, qui était une grande réussite militaire, du moins comme ça avait été relaté à l'époque dans les médias, malgré ce qui s'était passé sur le front. Donc voilà, donc il s'engage, et donc c'est une histoire qui est, enfin moi qui m'a beaucoup touché donc en tant que lecteur, parce que elle joue sur plusieurs tableaux. Le premier point, c'est que c'est une série qui paraissait en magazine, en hebdomadaire, dans un magazine pour ados qui s'appelait Battle Action. Donc en gros, Battle Action, hein, c'est aller à l'aventure, à l'action, à faire parler la valeur des armes et sauver la patrie. Et en gros, cette série qui était publiée dans ce magazine, c'était une bombe. Parce que elle contient tous les codes de la BD, d'aventure, du serial, avec le suspense, la suite à la prochain épisode, la semaine prochaine, etc. Et le scénariste, donc qui à l'époque avait, je sais pas, 25, 27 ans, maîtrisait admirablement ce format. C'est assez impressionnant. Et en plus de ça, il se servait donc de ces codes et de cette forme pour aller sur un terrain totalement subversif. Il allait aborder tous les tabous qui étaient occultés, on va dire, hein, forcément, sur ce que vivaient les soldats dans les tranchées. Il montre la réalité, enfin une réalité beaucoup plus crue de la guerre, les personnages secondaires, les amis qui souffrent, qui meurent, le contexte qui est un contexte où il n'y a jamais de répit. Il y a le front, il y a le feu de l'ennemi, puis il y a les officiers derrière qui mettent la pression, qui exécutent sommairement, qui font subir les châtiments corporels, qui restent bien à l'abri, etc., etc. Donc c'est vraiment montré sous cette forme de serial pour ados,
en fait c'est une bombe, on se la prend en pleine face parce qu'il y a un tel décalage entre le ton, entre le rythme et une réalité qui est monstrueuse. Et c'est une immersion continue dans cette réalité. Et au bout d'un moment, on est là, mais c'est bon, arrêtez, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut vivre là-dedans sans interruption, sans être extrait? C'est pas possible, c'est pas sain. C'est pas sain comme démarche collective. Et pourtant, c'était le cas. Et ouais, alors ça, c'était le cas. Alors, effectivement, en France, on avait la chance de connaître Tardy, qui est la référence. Qui abordait ces mêmes thèmes. Mais ce que je trouvais d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a une vraie différence culturelle dans le traitement. Chez Tardy, on a une ambition littéraire qui est affirmée, on a un recul historique, un recul critique qui est omniprésent dans les BD. Dans La Grande Guerre de Charlie, c'est un mécanisme complètement différent. On va dire souvent les mêmes choses, mais en passant par d'abord l'identification avec les personnages, la découverte des situations sans a priori. Le personnage arrive, il connaît pas, il se dit que la guerre c'est rigolo, on joue à ça avec les copains il y a quelques années encore. Et en fait, on se rend compte avec lui que c'est pas si drôle. C'est pas si marrant, que les chefs, les officiers ne sont pas forcément des gens bienveillants, que les ennemis ne sont pas forcément des monstres qui vont manger les bébés. Donc c'est une découverte. C'est une découverte au fur et à mesure que le personnage le découvre. Et c'est vrai que ce travail par identification a aussi un autre impact sur la façon de le découvrir. Ouais. Découvrir cette boucherie. Qui est quand même, je veux dire, quand on le dit ça, c'est vrai qu'on hallucine en permanence. Au bout d'un moment, on se dit mais c'est incroyable quoi. C'est jusqu'où ça va aller en fait. Ça s'arrête, ça ne s'arrête jamais. C'est que ce soit chez les officiers, l'environnement, la propagande, la médecine, les traitements des blessés, le traitement de la supposée lâcheté des hommes de troupe, qui est pas forcément la même. Mais qui existe pourtant chez les officiers aussi. Hein. C'est abordé d'ailleurs. Je me souviens d'exemples dans Charlie, justement. Ouais. D'officiers qui se la pètent de trouille. Ouais. Ou d'officiers qui sont exécutés parce qu'ils ont essayé de réfléchir, entre guillemets. Oui, tout à fait. Bien sûr. Donc voilà, il y a pas mal d'ingrédients qui faisaient que cette bande dessinée était quand même c'était un peu un ovni en fait. Un ovni. Pat Mills, le scénariste, disait que qu'il le regrettait, que c'était une impasse artistique parce qu'il l'espérait en ayant travaillé sur cette bande dessinée qui était quand même incroyablement populaire et qui est considérée comme une des plus grandes bandes dessinées qui a été écrite sur la guerre. Il faisait l'amère constat que c'était à ses yeux donc une impasse artistique parce que il espérait qu'elle allait inspirer beaucoup d'autres auteurs, scénaristes et dessinateurs. Mais comme il le dit lui-même, il y a quand même une limite à ça, c'est que c'est tellement documenté, c'est un travail tellement minutieux aussi au niveau du dessin que ça prend un temps a priori considérable. Joe Colquhoun, le dessinateur, qui a travaillé, quand on voit le niveau de détail, le niveau de documentation qu'il a apporté, qu'il a fourni, qu'il a apporté à ce travail, donc qu'il a fourni chaque semaine 3-4 planches, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Ouais. Il a pas survécu entre guillemets à la bande dessinée. Il a travaillé pendant 6 ans dessus, 6-7 ans dessus, et il a dû s'arrêter pour des problèmes de santé, problèmes cardiaques, et il est mort 1 an après avoir terminé en fait. Ouais, donc c'est vraiment une drôle histoire que cette bande dessinée, sachant qu'il a travaillé comme un enragé dessus. Pat Mills aussi. Il gagnait rien à l'époque, hein, il s'était même pas crédité comme auteur. Donc voilà, ils sont pris à ce jeu, ils sont rentrés dedans et ils ont mis énormément d'eux-mêmes. Comme le dit Pat Mills, c'est une histoire tragicomique très bien documentée, ce qui est avec des personnages complexes, avec un luxe de détails dans les dessins, etc. Donc ça c'est un aspect purement bande dessinée. Et historique, qui est intéressant, qui est assez frappant quand on le lit, parce que c'est vrai que il y a vraiment des passages qui sont assez édifiants quand il s'appuie par exemple sur les lettres des soldats pour illustrer des cases qui sont
en conflit total avec le contenu des lettres. Il le dit à un moment dans une de ses postfaces ou dans ses explications, dans ses commentaires de textes, que les soldats de l'époque ne voulaient surtout pas que ce qu'ils vivent sur le front se sache en dehors, quoi. Pour leur famille, c'était sinon c'était invivable pour tout le monde. Et c'était tellement absurde que bon, c'était pas possible, quoi. Bon, cela dit, entre ce qu'ils écrivaient, s'ils abordaient ce type de sujet et ce qui arrivait tel quel à travers les filets de la censure, c'était pas gagné non plus, quoi qu'il arrive. Donc alors ce qui est intéressant, donc forcément, c'est que ce qui m'a parlé, c'est que c'est un récit qui est anti-guerre. Là où aujourd'hui, on a tendance à labelliser facilement quelque chose d'antimilitariste, ce qui devient vite péjoratif. De la même manière, on peut labelliser une œuvre de politique, ce qui est aussi péjoratif, comme diraient nos amis du marketing, assez segmentant. Donc il ne faut surtout pas de message politique, donc il ne faut a priori rien dire. Donc c'est pas comme le dit aussi Patmus, le scénariste, c'est pas quelque chose, c'est pas une bande dessinée où le traitement est un traitement qui se rapproche de la formule la guerre c'est l'enfer, qui est une façon très politiquement correcte, très consensuelle de faire passer n'importe quelle guerre entre guillemets, parce qu'on se dit pas que la guerre est débile, on se dit juste qu'elle est dure. Que c'est l'enfer, quoi. Il faut en avoir pour y aller, et les mecs qui y vont sont forcément des bons, mais ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mais non, ce sont des gens comme nous. Alors faut être rationnel. Sont souvent des gens comme nous, qui sont pas faits pour ça au départ. Et puis voilà, après qui sont pas forcément des enragés qui aiment tuer leur prochain. Donc c'est vrai que c'est assez ambigu parce qu'on est soit antimilitariste, soit donc quand on est antimilitariste, on n'est pas forcément anti-guerre. Enfin, ça se rejoint quand même, mais c'est plutôt l'inverse qui est pas forcément vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance après à dire que tous les militaires sont comme ci ou sont comme ça, ce qui est aussi débile que dire que tous les civils sont comme ci ou sont comme ça. Et c'est ce qui est intéressant dans cette BD, c'est qu'en gros, il montre que les soldats sont des gens comme toi et moi, donc, qui se retrouvent là-dedans parce que c'est la guerre, parce qu'ils sont fait embrigader, parce que pour X raisons. Parce que certains veulent se venger, certains, toutes les motivations humaines sont légitimes pour se retrouver là-dedans. Les bonnes comme les mauvaises, enfin les bonnes s'il y en a, mais on va dire plutôt la naïveté. Ou... Bien sûr. Et donc voilà, cette BD est là-dessus encore très intéressante. Surtout, voilà, un autre truc que je trouve vraiment très très important, qu'on n'a pas vécu de la même façon en France. C'est donc ce fait que toute cette armée de Britanniques était composée de volontaires. Ouais. Ça veut dire que les gars, ils sont allés parce qu'ils croyaient faire quelque chose de bien. Et comme le dit, alors je crois que c'est, je sais plus si c'est Pat Mills ou Garth Ennis, un autre scénariste de comics, qui a dit que c'est en gros la plus grande trahison qui ait pu être commise par les élites vis-à-vis de la classe ouvrière. Parce que les mecs ils sont allés volontairement en ayant l'idée de défendre des valeurs que ces élites leur ont inculqué, ils ont matraqué pour qu'ils ingurgitent, on va dire. Et derrière, ils se sont fait traiter comme des moins que rien. Ils se sont fait massacrer, envoyer au massacre devant les mitrailleuses, en courant, en chantant, en jouant au foot, en jouant de la cornemuse, et pour rien. Parce que c'était un plan de carrière, parce que c'était lancé, et c'était pas la peine de changer d'avis. Hein. Seuls les cons, en théorie, ne changent pas d'avis, mais mais bon. Là, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ne changeaient pas d'avis. Non. Voilà, je pense que avec ce que vient de vous décrire Laurent, vous pouvez avoir quand même une petite idée de ce qui véhicule cette série. Et je peux vous dire que Laurent a eu la gentillesse de me passer
ces volumes. Et moi, j'en ai retenu un à propos de ce qu'il disait tout à l'heure, qu'on maltraitait les soldats qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec la hiérarchie ou avec ce qu'on leur imposait. On les crucifiait carrément, on les laissait comme ça sur des espèces de poteaux, invraisemblables, sans leur donner à boire ni rien, jusqu'à temps que... Ah oui, c'était assez terrifiant. Et puis c'est véridique. Hein, ouais, c'est véridique, voilà. Oui, des choses aussi extraordinaires que ça, qu'on dit, ouais, ça c'est dans les films, ouais. Machin. Mais non, c'est la vérité. Voilà, c'est vrai, c'est un des grands... quelque chose qui mérite... Pour ça que cette BD, elle mérite vraiment d'être lue, parce que pour ceux qui croient encore que l'héroïsme, voilà, c'est guerrier, non, pas du tout, non. Comme le relève Laurent, c'était des ouvriers, enfin des paysans. Bon, pour les Français, c'était beaucoup des paysans et des ouvriers, ben, voilà. Et ces gens-là, on les envoyait au massacre sans leur demander leur avis, et on les massacrait à l'intérieur du massacre. Si on se souvient bien des fusillés, pour l'exemple, en France, c'est seulement Jospin, il y a quelques années, qui les a réhabilités. Il aura fallu 70 ans pour les réhabiliter, quoi. C'est quand même invraisemblable. Enfin voilà. Ouais. Donc les éditions, cette série de Charlie, le titre exact, c'est La Grande Guerre de Charlie. La Grande Guerre de Charlie. Ça sera probablement une dizaine de tomes. Ils en sont au 3e. Les éditions Délirium, retenez ce terme, et ces bouquins, vous pouvez les commander évidemment à la librairie Publico, comme on vous le rappelle chaque mardi. La librairie Publico, 145 rue Hamelot à Paris dans le 11e, métro Bercan, Fille du Calvaire ou République. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 01 48 05 34 08. Et il y a un site www.publico, je sais plus très bien le. Bon, bref, Piquet-vous va peut-être vous le rappeler tout à l'heure, si elle l'a tout de suite, non? Ouais, le site de la librairie, c'est www.librairie-publico.com. Voilà, c'est ça. Vous pouvez le commander éventuellement là. Il n'est pas sur Amazon, paraît-il. C'est pas des choses qui on peut comprendre. C'est une boîte américaine. Avec toutes les guerres auxquelles sont mêlés les Américains sur la planète depuis 60 ans, on peut comprendre qu'ils n'aient pas trop envie de faire de la publicité pour une BD, en fin de compte, qui est complètement anti-guerre, quoi. On peut la lire vraiment comme ça, non? C'est surtout qu'Amazon s'en fout complètement des petits éditeurs indépendants. Je dirais, pour vendre, ils sont toujours prêts à vendre les gros blockbusters, les gros tirages, les gros bouquins. À la limite, ils laissent les clients les vendre en direct via leur marketplace, mais eux, ils le commandent pas. D'accord. Après une petite pause musicale, on va parler aussi des 2 derniers tomes que Delirium vient d'éditer. Là, c'est plutôt de la SF que Charlie, qui était quand même un peu plus sérieux, là, mais ils peuvent pas publier que des paroles de cimetière. Bon, il faut un petit peu en sortir. En face d'une rivière, du côté de la nuit, près des amas de pierre qui restent de la nuit, dans la tranchée des peupliers, vite on se défile en cachette, braquant le fusil sur l'ennemi, prêt à presser sur la gâchette. Aux abords de la nuit, lorsque descend la nuit, dans les boyaux, on se défile en cachette, car la mitraille nous fait baisser la tête. Si parfois un obus fait tomber un poilu, près du cimetière, on dérobe ses débris aux abords de la nuit. Le jour, on se repose après 6 jours de turbin. Ce qu'on fait, c'est la même chose. On va se laver un brin. Aux abords de Metz, c'est ça qu'ébate de regarder tous ces militaires se laver, se brosser, se frotter les pattes aux effets de la bonne eau claire.
village de la nuit, lorsque descend la nuit, après la soupe devant quelques bouteilles, les poètes de vin se comportent à merveille. Allons mon vieux cabot, vite encore 1 kilo, afin de nous faire oublier les ennuis des environs de la nuit. Là la soupe qui s'achève, on prépare son fourbi, car ce soir c'est la relève, on va quitter la nuit. Des provisions et son bidon, voilà ce que jamais on oublie. Au petit bois, je connais l'endroit où l'on surveille sa patrie. Aux environs de la nuit, lorsque descend la nuit, comme on ne peut se payer une chambrette, le brave croupier se prépare une couchette dans un trou ténébreux, faisant des rêves affreux. Il se relève pour payer l'ennemi aux environs de la nuit, connaissant bien leur thème, marchant d'un pas hardi. Les poilus de la 5e au 69, il dit, s'en vont bon train, tous bons copains, ensemble ils ne craignent pas les boches. Si l'ennemi tue un ami, il l'emporte loin de ses roses. Aux environs de la nuit, lorsque descend la nuit, le brave croupier est couché sur la terre. Dans son sommeil, il oublie la misère. Si la paix venait sous peu, comme nous serions heureux, plus de massacres, nous verrions nos pays qui sont loin de la nuit. Plus de massacres, nous verrions nos pays qui sont loin de la nuit. C'était Francis Lemarque qui interprétait Dans les tranchées de Lagny. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, Araka et Piquécou à la régie, notre Jean dans son lit. Et avec Laurent Lerner, on va conclure sur la guerre de 14. Laurent a quelque chose, quand même, c'est un sujet tellement vaste, surtout cette BD, elle évoque tellement de possibles et d'impossibles que, bon, mais il y a quand même quelques points qu'on doit absolument faire ressortir, parce que si on l'évoque pas, on n'a rien dit, quoi. Ouais, c'est ça qu'il y a des éléments essentiels dans le discours que tient le scénariste dans cette bande dessinée. Le plus essentiel étant que c'est clairement pour lui une guerre des classes qui est internationale. C'est des ouvriers, des paysans qui se foutent sur la gueule, qui sont obligés de se foutre sur la gueule, quel que soit donc qu'ils soient allemands, français, qu'ils soient issus des colonies, qui soient donc britanniques, c'est pas du tout manichéen à ce niveau-là. Ce sont les mêmes qui se foutent sur la gueule pour leurs élites. Voilà. Et ça, c'est quand même un constat. Il le réaffirme. C'est quelque chose qu'il ne veut pas laisser disparaître comme notion, parce que c'est une notion réelle, fondamentale de cette guerre. Bien sûr. Et l'autre point qui est assez génial aussi, c'est qu'il arrive à parler de tout ça, donc et des tabous, de l'automutilation, des fraternisations, des exécutions sommaires, etc. Il aborde tous les sujets qu'on évite d'aborder quand on parle de la guerre, en évitant pourtant le pathos, le misérabilisme, les apitoiements. Enfin, il en parle
comme le vit Charlie, à savoir, c'est un gamin qui veut s'en tirer avec ses potes et il regarde toujours devant lui pour essayer de s'en tirer, quoi. Donc ça fait c'est vivant, c'est humain, c'est pas larmoyant, quoi. Ce qui fait du bien. C'est pas larmoyant et la partie adverse n'est pas du tout diabolisée, au contraire. Pardonnez-moi le terme qui est un peu con, mais la partie adverse souffre aussi et c'est bien relevé dans Charlie. Les scénaristes, enfin, on leur en donne une part quand même. Si tu le dis, la partie adverse est forcément diabolisée, pas dans la bande dessinée, mais c'est forcément le but, quoi. Sinon tu vas pas aller taper sur des mecs si tu te dis pas qu'ils vont assassiner ta femme, tes enfants, te prendre tout ce que t'as. Et pourtant, il y a eu des fraternisations. Et pourtant, et la hiérarchie, c'est tout pour éviter ça quand c'était la période de fête de Noël. C'est clair. En faisant des tirs de barrage entre les lignes pour pas que les soldats fraternisent. Non, mais c'est quelque chose. T'imagines si t'es obligé d'aller se battre contre des gens qui connaissent, parce que là, ils voyaient pas leurs ennemis. On tirait sur des cibles mouvantes. Enfin, c'était anonyme. Mais là, s'ils se mettent à fraterniser, voilà. Non, toute cette bande dessinée, vous voyez, c'est pas simplement un récit épique, voilà, guerrier. Non, il y a un fond vraiment de réflexion très importante sur justement la manipulation des peuples, comme on les envoie à la guerre, comme on les envoie à la boucherie, pour le profit toujours des mêmes, quoi, parce que tous ces gens qui ont armé le côté allemand, qui ont armé le côté français, anglais, etc., sont des gens qui sont toujours aux manettes. Là, il y a eu des millions de morts, mais pas eux, ils sont toujours là, ils continuent leur petit business. Aujourd'hui encore, vous voyez ce qui se passe un peu partout dans le monde, c'est toujours la même connerie. La France est le 4e marchand d'armes du monde, et pourtant l'Europe vient de recevoir le prix Nobel de la paix, quoi. C'est du grand foutage de gueule quand on pense à ce qui s'est passé en Europe centrale il n'y a pas tellement longtemps avec la Bosnie, avec les Serbes, etc. Et ce qui se passe maintenant, parce qu'on est sur tous les théâtres de guerre, on est en Afghanistan, on a échappé à l'Irak, mais enfin c'est de peu. Le prix Nobel de la paix pour l'Europe, c'est du grand foutage de gueule aussi. Bon, ceci purgé, on peut parler maintenant quand même un peu aussi de ce qui suit. Ces 2 tomes, Creepy et Eerie. Tu peux nous en dire quelques mots, Laurent, pour donner aussi l'envie aux auditeurs de Radio Libertaire de se bouger le cul pour aller les acheter ou les commander à Publico. Donc ces anthologies, Creepy et Eerie, sont c'est la deuxième, en gros la deuxième série qu'on publie chez Delirium après la Grande Guerre de Charlie. Ce sont 2 magazines qui sont parus dans les années 60 aux États-Unis. Qui sont des magazines fantastiques, épouvantes, un peu de SF. Alors, ces magazines-là sont sortis 10 ans après les EC Comics, qui avaient été censurés, interdits par le Comics Code aux États-Unis, qui parlaient d'histoires de crimes, d'épouvante, etc. Qui sont très célèbres aux États-Unis, qui ont vraiment marqué une génération, mais qui ont été interdits parce que les comics, ça s'adressait aux enfants, donc des histoires de crimes, des monstres, c'était non, et ces magazines donc sont arrêtés. Ces comics sont arrêtés. Une dizaine d'années après, un éditeur, Jim Warren, a lancé ces magazines et il a récupéré une bonne partie des dessinateurs des EC Comics. Ce qu'il a pu faire, l'astuce qu'il a trouvée qui était fondamentale pour pouvoir faire ces bandes dessinées était non pas d'en faire des magazines, donc des comics, mais d'en faire des magazines pour adultes. Donc grand format, noir et blanc, qui paraissaient au rayon adulte, donc qui échappaient de fait au Comics Code. Et ces BD sont des histoires donc épouvantes, fantastiques, dans la veine des classiques du cinéma, des classiques Universal, les films de la Hammer, avec des dessinateurs qui sont parmi les monstres, on va dire, du comics, de l'industrie du comics américain de la deuxième moitié du XXe siècle. Frank Frazetta, Steve Ditko, le créateur de Spider-Man, par exemple, Gene Colan, Al Williamson, enfin, tout un tas de dessinateurs comme ça, dont on n'avait jamais pu voir ces travaux. Enfin, on avait pu les voir. Certains étaient parus effectivement en magazine dans les années 60-70 en France, ils avaient été traduits.
Mais tout n'était pas apparu et tout est resté après bloqué. Il y a eu des problèmes de droit aux États-Unis ou dans le monde pendant 25-30 ans. Mais en gros, ces magazines ont inspiré toute une génération d'auteurs et d'éditeurs, les Métal Hurlant, les Moebius, Drouillet, etc. se nourrissaient de ces comics aussi, et c'était des comics qui éclataient les codes visuellement. Et quand on les regarde aujourd'hui, on est habitué aujourd'hui à avoir des cases, des planches qui sont pas linéaires, c'est pas des petits carrés, des petits carrés d'un côté des autres, c'est des planches complètement éclatées avec des dessinateurs fabuleux. D'accord. Et ça, à l'origine, c'est dans ces séries. Tout à fait. C'est dans ces deux magazines, Creepy et Eerie, qui paraissaient en même temps, avec les mêmes auteurs, chez Warren Publishing. Et ça a duré jusqu'en 80 ans. Donc la BD européenne est joyeuse suiveuse, encore une fois. Ouais, disons, c'est des ingrédients qui ont nourri, comme d'autres, les auteurs européens. Ça a été vraiment une. Combien sont vendus tous ces albums? Alors, les Creepy Eerie sont vendus 26 € le livre. Ouais. Des gros bouquins, hein, et puis avec une belle couverture, du cartonné, c'est pas du brochet, hein, c'est vraiment une belle reliure. Ouais, il y a près de 220 pages, on a fait un travail éditorial, on a une préface de Christophe Gans, de Verfit Baroucha, qui lui l'est publié dans les années 70, justement, qui a lancé pas mal d'auteurs de ces magazines en France. Qui nous a fait une super préface qui a été vraiment géniale et qui nous a fait super plaisir, quoi. C'était un vrai bonheur de faire ça avec lui. Christophe Gans, pareil, donc le réalisateur qui avait fondé le magazine Starfix, avec Doug Edline qui lui fait la traduction de Creepy, donc nous fait une super préface aussi sur Creepy. Donc ceux-là sont à 26 €. On a intégré aussi toutes les couvertures de Frank Frazetta. Bref, on s'est vraiment fait plaisir, et puis on espère que les lecteurs auront autant de plaisir que nous à feuilleter ces pages. Sur La Grande Guerre de Charlie, alors là, on est à 22 €. Regarde le prix sur ces bouquins. Ouais, on est à 22 € sur le 2 et le 3, et à 21 sur la réimpression donc du 1, parce on a retravaillé dessus, on l'a amélioré en fait, par rapport au premier tirage. Et là, 22 €, c'est du noir et blanc et de la couleur. On essaye aussi d'apporter un maximum d'intérêt éditorial. On reproduit les planches en couleur, on reproduit les couvertures, bref. Ok. Donc là, hélas, on serait bien resté un peu plus longtemps, mais bon, il faut y aller. On a reçu Laurent Lerner, les éditions Delirium, pour une série concernant la guerre de 14, la guerre de Charlie, la grande guerre de Charlie, pardon. Et puis récemment, en tout cas, il y a à peu près un mois, fin octobre, deux bouquins sur d'épouvante, etc. Comment tu appelles ça? Fantastique, épouvante, SF. Des années mythiques aux États-Unis, là, dans les années 70, 60, ouais, 70, ouais. Voilà, vous serez pas comme l'a relevé Laurent, avec des préfaces intéressantes de gens qui sont des mythes dans la profession. Voilà, donc c'était Laurent, et donc une émission du mois de décembre 2012. J'ai croisé Laurent l'autre jour. Voilà, c'est un éditeur heureux, il a le sourire aux lèvres, ses bouquins marchent bien. Le tome 6 de Charlie va paraître en avril 2014, le tome 7 en octobre de cette même année. Et dans la série du fantastique, c'est pareil, un dernier né, Rage-Mort, qui est un croisement des univers de Lovecraft ou des histoires plus sombres d'Edgar Poe. C'est une œuvre issue de l'imagination débridée de Richard Corben et de Jan Strad. Dans le catalogue des nouveautés, toujours dans ces mêmes éditions, il y a Eerie, un volume 2, et Eerie et Creepy qui présente Richard Corben, volume 1. Dans la partie du volet historique, il y a Johnny Red. C'est en 1941, en pleine guerre sur le front de l'Est. Johnny Red, apprenti pilote de 19 ans, renvoyé de la RAF et véritable tête brûlée, rejoint aux commandes d'un Hurricane volé une troupe de partisans soviétiques. Voilà, tous ces ouvrages donc sont aussi disponibles dans les bibliothèques parisiennes.
dans la bibliothèque de Bagnolet. Donc aucune hésitation, amateur de BD, foncez, c'est vraiment un travail de qualité. Dans la série pour parler des expos, donc j'ai noté 2 expos. Une première expo donc en lien avec tout ce qu'on a raconté là dans l'émission, c'est Paris 14-18, la guerre au quotidien. Ce sont des photographies de Charles Lancio. C'est une exposition qui est à la Galerie des bibliothèques de la ville de Paris, 22 rue Malher, dans le 4e arrondissement, jusqu'au 15 juin 2014. L'exposition restitue la vision de Paris pendant le conflit, à travers un reportage inédit d'un photographe peu connu, Charles Lancio. Chaînon manquant entre Adjet et Doisneau, Lancio est un documentariste à la fois scrupuleux et plein d'humour. Habile à capter les regards, les signes et les gestes, il offre une image étonnamment vivante des rues de Paris il y a un siècle. Charles Lancio a réalisé près de 1000 photographies, de la mobilisation à la victoire, privilégiant l'aspect humain, situés dans le cadre urbain ou celui de leurs activités quotidiennes. Parisiens, femmes et enfants, soldats étrangers, permissionnaires et blessés, médecins et infirmières, officiels et forces de l'ordre, etc. Il ne travaillait pas pour la presse et ses photographies n'ont jamais été publiées à l'époque, ni après-guerre. Mais il souhaitait faire œuvre de mémoire, vendant régulièrement, tout au long de la guerre, ses photographies à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Une deuxième exposition, c'est Gustave Doré, l'imaginaire au pouvoir au musée d'Orsay jusqu'au 11 mai 2014. Gustave Doré est sans doute l'un des plus prodigieux artistes du 19e siècle. À 15 ans à peine, il entame une carrière de caricaturiste, puis d'illustrateur professionnel, qui lui vaudra une célébrité internationale, avant d'embrasser tous les domaines de la création, dessin, peinture, aquarelle, gravure, sculpture. L'immense talent de Doré s'investit aussi dans les différents genres, de la satire à l'histoire, livrant tour à tour les tableaux gigantesques et des toiles plus intimes, des aquarelles flamboyantes, des lavis virtuoses, des plumes incisives, des gravures, des illustrations fantasques ou encore des sculptures baroques, cocasses, monumentales, énigmatiques. En tant qu'illustrateur, Doré s'est mesuré aux plus grands textes, la Bible, Dante, Rabelais, Perrault, Cervantes, Milton, Shakespeare, Hugo, Balzac, Poe, faisant de lui un véritable passeur de la culture européenne. En ce moment, il y a un doc qui est passé dimanche sur Arte, donc c'est possible de le revisionner en Arte plus 7, je pense, donc jusqu'à samedi soir. Un très beau documentaire. Maintenant, pour les œuvres de l'AFA, un rappel rapide des œuvres de l'AFA. Donc, tout d'abord, les éditions du Monde libertaire, puis le Monde libertaire qu'on peut trouver en hebdomadaire, qu'on peut trouver en numéro hors série ou en quinzomadaire gratuit. Également, la librairie Publico, 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement à Paris, qu'on peut joindre par téléphone au 01 48 05 34 08 ou sur leur site www.librairie-publico.com avec 2 annonces cette semaine. Donc pour vendredi 7 mars, donc c'est pas vendredi de cette semaine, ce sera le suivant. Vendredi 7 mars à 19h30, une rencontre et débat avec Yanis Youluntas, montée du fascisme en Grèce et en France, quels points communs et différences, et des dernières nouvelles de la Grèce. Et samedi 8 mars à 16h30, rencontre et débat avec le philosophe Jacques Rancière. Dernière œuvre de l'AFA, la radio, donc la radio que vous écoutez en ce moment, Radio Libertaire, avec des cartes d'auditeurs qui permettent de soutenir la radio, des cartes d'auditeurs à 20 € qu'on peut se procurer auprès de Publico. Voilà, donc je vais terminer avec une chanson de Lou Saint-Agne qui s'appelle Le Centre Beaubourg. Au revoir. Toi, t'es comme le centre Beaubourg. T'as les tuyaux à l'extérieur. Leur structure de plastique tout autour. C'est bizarre. Ça me fait peur. Moi, je viens du dehors sans savoir te chanter des chansons d'amour, te raconter tout ce que tu peux pas voir. Paris, les gens, le centre Beaubourg.
allongé sur un lit d'hôpital, le corps complètement à l'envers, le dedans dehors, c'est pas normal, comme un nuage qui serait tombé par terre. T'es comme le centre boubou, t'as les tuyaux à l'extérieur et dedans la culture et l'humour. Quel dommage que tout cela meure. Toi t'es comme le centre boubou et devant tout ça moi je pleure. J'ose plus te parler d'amour, j'ose plus te donner mes fleurs.